Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires. Cette semaine, place à une édition spéciale été, un condensé de l'actualité préparé par les équipes du Grand JT des Territoires. Regardez. Il ne faut plus qu'une quinzaine de minutes à Christian pour prendre les mesures d'un bâtiment. Grâce à l'utilisation du drone, réaliser des devis de chantier est devenu beaucoup plus rapide. Le principe est de faire en sorte que le drone prenne des photos d'un bâtiment. Ce drone a un GPS, ce qui permet que chaque photographie prise par le drone a ses propres coordonnées GPS. Et ensuite, on prend ces photographies pour en faire des calculs assez complexes pour transformer ces photos, qui sont du 2D, en une maquette 3D. Ce qui permet à l'artisan du bâtiment de mesurer avec la souris la surface du toit, la longueur des gouttières, la hauteur des pignons pour faire un devis pour poser des ardoises, des isolations. Un gain de temps, mais aussi une économie de moyens humains, comme dans la gendarmerie où les drones sont déjà utilisés depuis 4 à 5 ans. La principale utilisation du drone, c'est justement la recherche de personnes. C'est là où il est plus facile d'avoir une vision, on va dire, 3D d'un événement, plutôt que de déployer une multitude de personnes au sol. Vous prenez une vue 3D, vous avez une vue donc générale, globale, et ça évite, déjà ça permet de gagner du temps au niveau de du survol, de la surveillance, de la recherche, et aussi ça vous fait une économie de personnel, quoi. Grâce à l'innovation, les métiers évoluent, mais les formations aussi. La rentrée prochaine, nous allons accueillir la première année de Bac Pro qui intègre le nouveau programme avec l'usage de nouvelles technologies comme des scanners 3D, fixes, mobiles, mais aussi l'usage de drones dans les métiers de géomètre-topographe. Donc c'est imminent, c'est tout de suite. Pour pouvoir enseigner ce nouveau programme, le lycée doit s'équiper d'au moins 3 drones. Un achat qui s'élèverait entre 75 000 et 105 000 euros. Pour les pompiers, l'entraînement est vital. Alors pour coller au plus près du réel, les secouristes organisent des opérations grandeur nature pour mieux se préparer aux situations les plus extrêmes. À Chambéry, 8 Mont-Blanc a pu se glisser au milieu d'un exercice incendie. C'est très spectaculaire, regardez. L'alerte a été donnée par un riverain. Ce dernier aperçoit de la fumée blanche sortir d'un toit. Quelques minutes plus tard, les premiers pompiers arrivent sur place. Une fois l'incendie localisé, le balai de secours se met en ordre de marche. Je prends le commandement, tu bascules sur 602. Un exercice réaliste pour ces pompiers dans les rues étroites du centre de Chambéry où les habitants ont été joints, car eux aussi doivent s'entraîner à réagir en cas d'incendie. L'objectif, c'est vraiment de se dire on va vivre une situation et on fait vivre à la population une situation presque réelle. Donc du coup, on simule un incendie avec de la fumée et on fait intervenir en fait les gens qui habitent là notamment c'est un immeuble avec différentes habitations pour les évacuer. On sait que dans les structures anciennes, donc dans les villes anciennes, le bâti est complexe. C'est des ruelles, l'accessibilité est complexe et la propagation du feu se fait vraiment rapidement. Donc il faut s'entraîner pour être plus performant. En plus de la soixantaine de pompiers mobilisés pour l'occasion, des secouristes de la Croix-Rouge, des policiers municipaux, des élus ou encore des agents d'Engie ont été mobilisés. De quoi travailler en interservice pour fluidifier les futures interventions. Chaque fois qu'il y a un appel pompier, qu'il y a un feu ou quoi que ce soit, on est appelé et on doit intervenir. Soit on sert à quelque chose, soit on est là juste au cas où ça se propage. Et pour piloter l'ensemble de ces services, un poste de commandement est situé à quelques rues de l'incendie fictif. Ici, le plan d'intervention de secours et de sécurisation est planifié. Ce véhicule est armé par une équipe qui permet simultanément de récupérer les informations qui se passent sur le terrain, de passer des ordres tout en suivant tous les aspects de l'intervention, la situation tactique, prendre en compte tous les messages, les demandes de renfort et puis gérer aussi l'organisation des transmissions. Des exercices de grande ampleur comme celui-ci sont réalisés une fois par an en réunissant une centaine de professionnels et de figurants. Dans un environnement international aussi incertain, il n'est pas facile de communiquer pour les grandes entreprises françaises, notamment celles du CAC 40. Guerre en Ukraine, augmentation des droits de douane aux États-Unis, caprice boursier aussi. Le rôle de ces directeurs de la communication est donc essentiel pour relever tous ces défis. Un récent classement vient de révéler quel est celui qui se distingue le plus. Explication de Christophe Rigaud. Depuis plus de 20 ans, Vincent Delaveissière observe à la loupe les entreprises du CAC 40. Il propose tous les 2 ans un classement des meilleurs dirigeants, mais surtout une étude fouillée de plus de 700 pages pour tout savoir sur ces grandes entreprises.
Pour établir son classement 2025, Vincent de la Vessière a mené une enquête marathon de plus de 6 mois. J'interviewe près de 200 journalistes français et anglo-saxons, du soin de me parler des patrons du CAC 40, des entreprises du CAC 40 et des DIRCOM du CAC 40. Pour cette 11e édition, c'est le directeur des relations extérieures du groupe LVMH, Jean-Charles Tréant, qui a été élu meilleur directeur de la communication 2025. Arrivé chez LVMH en 2017, il travaille sous l'égide d'Antoine Arnaud, qui dirige l'image du groupe et qui a tenu à le féliciter sur le réseau social professionnel LinkedIn. Une distinction amplement méritée, a écrit Antoine Arnaud à propos de Jean-Charles Tréant. Aujourd'hui, le poste très stratégique de directeur de la communication est particulièrement exposé dans un contexte international mouvementé. Toutes ces entreprises affrontent simultanément 5-6 crises. On a eu la guerre géopolitique avec le conflit en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient. On a la guerre énergétique, on a la guerre industrielle, on a la guerre commerciale avec les barrières douanières qui se multiplient en Chine ou aux États-Unis notamment. Et donc le DIRCOM, il doit faire face à tout ce monde extrêmement mouvementé, extrêmement violent. Enfin, le titre de meilleur dirigeant du CAC 40 2025 a été attribué à Patrick Pouyanné de Total Energy, un patron très géopolitique qui a acquis un rang de quasi-chef d'État dans un monde où l'accès à l'énergie est stratégique. Depuis plus de 600 ans, la Poste évolue au rythme des besoins et des innovations. Le numérique force les agences postales à se réinventer et à proposer divers services pour mieux répondre aux besoins des territoires. Partons maintenant en Moselle pour découvrir différents cas de figure. Un reportage d'ailleurs de Moselle TV. Alors j'ai un recommandé. Dans ce bureau de poste, peu importe la demande, une seule personne se charge du travail. Et du coup on est à 28,42 €. Un effectif réduit car les clients sont de moins en moins nombreux. On a perdu une dizaine de pourcents de passages à peu près tous les ans. Donc voilà, aujourd'hui on est à 65 visites jour. Je pense qu'il y a 5 ans on devait être à un peu plus de 100 visites jour. Et dans certaines communes, ces bureaux ne sont plus seulement de simples agences postales. Reconstruit en septembre 2024 après avoir été détruit pendant les émeutes, ce bureau assure un service postal, mais pas seulement. Donc on va se connecter sur le site de la CAF. Une antenne France Service y a été installée, une opportunité pour les habitants d'être aidés dans leur démarche. Situé dans un quartier prioritaire, ce bureau a aujourd'hui un vrai rôle social. C'est précisément le genre de quartier, le genre de population qui a souvent besoin d'être accompagné. Donc là, on est typiquement dans les missions plus sociétales de la Poste. Ici, pas de bureau de poste. La commune a réaménagé ce bâtiment en 2018 pour y installer une agence postale communale combinée à une structure France Service. L'avantage, c'est qu'on a tout au même endroit. C'est vraiment quelque chose qui est ancré ici et je pense qu'il draine beaucoup de monde. Les gens peuvent acheter des timbres, déposer les tricolis, retirer les recommandés, effectuer des opérations financières de dépannage. C'est vraiment un plus pour notre commune. Des bureaux qui se modifient et se diversifient pour mieux répondre aux besoins des territoires. Nous travaillons en concertation avec les municipalités pour adapter la présence postale, la faire évoluer et faire en sorte qu'elle puisse répondre aux besoins de la population, de nos clients. Aucune fermeture de bureau de poste n'est prévue sur le territoire, seulement des ajustements pour s'adapter à la nouvelle clientèle, quand l'ancienne peine parfois à accepter ces changements. Mise en place depuis 2020, l'étoile verte du guide Michelin récompense les restaurants pour leur engagement éco-responsable. Le restaurant de la Loire, déjà étoilé en 2023, a reçu cette année l'étoile verte. Une récompense qui met en lumière une organisation minutieuse, vous allez le voir, de la terre jusqu'à l'assiette. Un reportage de Yanis Boisdanne pour TL7 dans la Loire. Arrivage de la matinée, des produits qui viennent de producteurs, des produits qui viennent de la nature
et de nos cueillettes de la matinée. Dans cette maison des bords de Loire, parmi les produits frais livrés le matin même, une récompense particulière s'est fait sa place, l'étoile verte au guide Michelin. Récompensé pour sa gastronomie durable, le restaurant de la Loire et son chef Fabien Rau accueillent cette récompense avec une certaine fierté. Tendre vers une gastronomie plus durable, plus responsable, c'est très important pour nous, c'est vraiment nos convictions. Il faut savoir que dans la Loire et dans la Haute-Loire, avant nous, il y avait seulement 2 restaurants qui avaient cette étoile verte, donc c'est une vraie fierté pour nous de les rejoindre avec l'étoile verte. Une distinction qui vient récompenser toute une organisation de la terre jusqu'à l'assiette. On n'utilise pas de pesticides, avec des variétés anciennes. On a un potager aujourd'hui extraordinaire où on fait quasiment entre 150 et 180 variétés de légumes à l'année. Et puis après l'écosystème qu'on a tissé autour du restaurant avec plein de petits producteurs qui nous aident, qu'on accompagne. Le tri des déchets, la récupération des eaux de pluie, le zéro gaspille. C'est notre philosophie depuis le départ et il a fallu un petit peu de temps pour mettre tout ça en place, pour qu'on arrive à une certaine maturité avec tout ça. Et aujourd'hui, cette étoile, j'ai récompensé ce travail qu'on a fait depuis 3 ans et demi maintenant. Dans ce restaurant, les récoltes sont faites 2 fois par jour dans le potager situé à quelques dizaines de mètres de la cuisine. Et dans ce domaine, c'est Bruno qui est aux baguettes. Ancien maraîcher de profession, il est devenu le jardinier attitré du restaurant. Je m'adapte à ce que demande le chef et on ne fait aucune modification du sol et on cherche les variétés qui vont s'adapter à nos sols. La démarche, elle est complètement environnementale. Un restaurant récompensé mais toujours ambitieux, Fabien Rau et son équipe espèrent installer dès cette année des ruches pour produire leur propre miel, mais aussi accueillir des agneaux et des moutons pour poursuivre leur tonte éco-responsable dans le potager et ses alentours. Qui n'a jamais rêvé de dormir dans le lit d'Harry Potter? Un établissement dans le centre-ville de Troyes propose des locations de chambres insolites pour une immersion totale dans l'univers des films et des séries mythiques. Regardez ce reportage de notre partenaire Canal 32 sur place. Donc là, on arrive dans la chambre Harry Potter. Le propriétaire, il avait vraiment une volonté de faire un décor très immersif. On retrouve la voie 9 3/4 et le Harry Potter en grandeur nature. On va avoir également des éléments de décor thématiques tels que le chapeau et des petites baguettes magiques. Une expérience immersive dans l'univers des films et séries, c'est ce que propose la conciergerie Joya dans le centre-ville troyen. Hormis Harry Potter, 7 autres chambres thématiques sont proposées aux voyageurs. On a cet appartement qui offre une immersion totale avec une décoration complète, avec les tableaux, et qui permet de remonter dans le temps et de vivre une romance telle que Bridgerton. Pour les fans de la saga culte, on a également une chambre Star Wars avec des vaisseaux et Dark Vador. Et pour ceux qui souhaitent une ambiance parisienne, vous avez également la chambre Emily Paris qui vous permet de vous asseoir au bord d'une terrasse pour déguster votre café. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés au sein de cet immeuble. On a essayé de choisir les thématiques qui allaient le plus plaire aux voyageurs. Du style Harry Potter, Star Wars, c'est des choses qui sont connues par le grand public. Pour les chambres plus intimistes comme 50 nuances degrés, ça va être pour 2 personnes forcément. Ensuite, on a des chambres plus dédiées aux enfants et aux familles, type Jurassic Park, où on peut accueillir des enfants dans la petite cabane. On a essayé de mettre tous les éléments de confort pour que le voyageur soit autonome. On va retrouver des petites plaques pour faire la cuisine, des frigos, une télévision et tout le nécessaire pour un meublé. Les locations à thème, une nouvelle tendance dans le secteur du tourisme. Plus qu'une simple nuit à l'hôtel, la conciergerie souhaite proposer une expérience à part entière. Le propriétaire il souhaitait offrir une expérience unique à ses voyageurs, pas une simple nuit, mais plutôt un changement de décor, une immersion totale. Il va pouvoir être totalement dépaysé, il ne va pas uniquement dormir dans un logement, il va vivre une expérience. C'est énormément de recherche, beaucoup de travail pour trouver chaque élément. Et c'est un investissement financier assez conséquent. Une salle de sport et un espace extérieur commun aux différentes chambres sont mis à la disposition des voyageurs. Une salle de spa est également proposée en supplément. On retrouve spa, sauna et salle de cinéma privative. Les voyageurs pourront réserver directement sur les plateformes de réservation en supplément en effectuant la demande. Les tarifs démarrent à partir de 150 € la nuitée. De nouvelles chambres sont actuellement en cours de construction. L'une portera sur la série Game of Thrones, la seconde sur le film d'animation Coco Disney. De quoi ravir petits et grands. Connaissez-vous les cafés joyeux? Ces établissements sont un modèle d'inclusivité. Ils s'implantent partout en France, présents par exemple à Rennes, à Bordeaux, à Marseille, à Strasbourg ou encore depuis peu à Lille. Ces établissements n'emploient que des personnes en situation de handicap. Un concept qui plaît beaucoup aux clients. Présentation avec notre partenaire WeO TV dans le Nord.
C'est un café pas tout à fait comme les autres, en plein cœur de l'île. Un lieu qui porte bien son nom. Café joyeux! Car ici on prépare des cafés, des repas, mais aussi et surtout des sourires. Sa mission, offrir un emploi à des personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Charles-Henri fait partie des employés. Ce matin, il est au comptoir, mais ses missions sont variées. Le service, la caisse, un peu de plonge, un peu de cuisine quand c'est notre tour en cuisine, et puis préparer les commandes. Une polyvalence notamment permise par Élise, superviseur. Elle guide au mieux les employés du café, comme Camille. Si jamais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui manque, on incite à aller voir, on indique, on montre les choses à faire. Et puis après, au fur et à mesure que les équipiers apprennent tout seuls, on peut les laisser en autonomie sur pas mal de choses. Ouais. Julien est chef de cuisine. Lui aussi accompagne les équipiers dans leur mission, notamment pour la plonge. Une double casquette qui n'est pas de tout repos. Ici, tout est fait pour faciliter le travail des employés. Par exemple, ces Lego colorés qui leur permettent de repérer les tables associées à chaque commande. Un fonctionnement qui rend possible un service de qualité à la clientèle, mais c'est surtout la personnalité des serveurs qui l'a séduit. C'est absolument génial, hein. C'est de se faire accueillir comme ça par des gens qui sont absolument heureux de travailler et tout, c'est génial. Un petit mot, un remerciement, le livre d'or est là pour ça, et il ne manque jamais de messages. Ça fait du bien parce qu'au moins ils sont constructifs, les messages sympas comme tout, c'est sympathique, voilà, c'est bienveillant. Un succès qui fait la fierté du gérant. Ça a très bien marché dès le départ, autant que ce soit pour l'affluence que pour la cohésion d'équipe et l'efficacité du travail. Ce lieu d'inclusion, de partage et de joie est le 21e à ouvrir en France. Au total, ce sont 7 personnes en situation de handicap qui y travaillent pour le moment. Voilà, on reste dans l'alimentaire. La pizza est un emblème de la gastronomie italienne. Chorizo, champignons, fromage, à vous de choisir ce que vous préférez. Mais au milieu de la carte de Jean-François, vous allez le voir, se glisse un extra, une pizza sucrée. Grâce à sa recette, il a réussi à décrocher la 3e place au championnat de France de pizza. Reportage de Vosges TV, regardez. Comme tous les mercredis, le camion à pizza de Jean-Pierre s'installe à Moyen-Moutier. Mais ce soir-là, en plus des pizzas traditionnelles au feu de bois, le jeune pizzaiolo de 29 ans a proposé un extra aux clients, une dégustation de sa pizza sucrée qui lui a permis de décrocher à Paris en avril dernier la 3e place au championnat de France de pizza dans la catégorie dessert. Hop là, madame. Il avait choisi de revisiter la tarte au citron meringuée avec un fond à base d'une pâte biga préfermentée dont la cuisson se doit d'être parfaite. Ça fait un peu plus d'1 an que je travaille sur la pâte. C'est une pâte avec 2 sortes de farine, 100% italienne. Il y a une maturation de 24 heures et après la pâte elle repose 48 heures, donc en tout 72 heures, ce qui fait qu'elle est hyper digeste et légère. C'est une cuisson parfaite parce qu'on peut la tenir sur 3 doigts sans qu'elle s'affaisse. Vient ensuite l'ajout des ingrédients avec 2 sortes de meringues, suisse et française, du citron sous la forme de crémeux, coulis et confit, un peu de barbe à papa au citron vert et la touche finale de l'amande fraîche de son jardin. Comment vous la trouvez? Très bonne mais surprenante, un mélange de saveurs qu'on n'attend pas sur une pizza, mais franchement une bonne surprise. Pour être honnête avec vous, normalement pour moi une pizza c'est pas sucré, et ben là c'est une excellente surprise. La meringue est fantastique, le citron, tout est bon, la pâte est très bonne, c'est très croustillant, c'est onctueux en même temps, donc c'est parfait. Jean-Pierre, jusqu'alors cuisinier, est devenu pizzaiolo, attiré par cette institution de la gastronomie italienne, la pizza. Et j'ai découvert presque une passion. Le système d'empattement, il y en a tellement de différents et il y a tellement de possibilités de s'amuser. Et son patron n'est pas peu fier de le compter dans son équipe. On le suit, on l'encourage et en tout cas on sera toujours avec lui pour qu'il continue comme ça. C'est une très bonne recrue pour nous et on veut le garder le plus longtemps possible et qu'il nous gagne plein de concours. Les Napolitains n'ont qu'à bien se tenir car Jean-Pierre compte encore améliorer son savoir-faire et se prend à rêver de décrocher le Graal à Rome, le titre de champion du monde de la pizza. Un avion sans bruit ni pollution, y croyez-vous vraiment? On y rêverait? Eh bien, figurez-vous que cet avion électrique existe. En escale en Ille-et-Vilaine, notre partenaire TVR a pu monter à bord. Sensation plus que garantie, regardez. Une prise de courant suffit pour faire le plein du Pipistrel Velis Electro, le seul modèle d'avion électrique autorisé à voler dans le monde. Depuis l'aéroport de Rennes et le parking de l'Aéroclub,
La société Airskol propose des vols d'initiation avec cette propulsion électrique qui change la donne. On est plaqué au siège, on a des inclinaisons qui sont fortes, donc on va monter très vite, très fort, avec un bruit minimum, puisque à part le vent sur la cellule qui fait un peu de bruit évidemment, on a très peu de bruit sur cet avion qui fait 60 décibels contre 82, 84 pour un avion thermique, donc on est 14 fois moins bruyant en fait. Vous avez vu, hein, finalement, l'avion, on met quelques interrupteurs en marche et ça y est, c'est parti. La puissance qui arrive tout de suite. Avec cette nouvelle technologie se pose la question de la sécurité d'un avion électrique qui a une autonomie en vol de 45 minutes seulement. C'est 2 batteries dans l'avion, 2 batteries identiques et similaires qui sont utilisées simultanément en fait, au cours de l'évolution et du vol. Et si une batterie tombe en rideau, et ben on a la deuxième qui est suffisante pour assurer, pour prendre le relais et aller atterrir. On n'est pas loin du planeur, donc j'allais dire même sans moteur, un pilote confirmé peut ramener l'avion en toute sécurité. Airskol est aussi une école de formation au pilotage en licence privée qui consiste en 45 heures de vol, dont les 2 tiers sont réalisables en électrique. À noter donc le prix d'un vol d'initiation en avion électrique, le rêve d'Icar en bas carbone, c'est 165 € les 30 minutes. Originaire d'Espagne, le paddle est la nouvelle tendance sportive en France. La discipline compte déjà 50 000 adhérents. La région Occitanie, elle, est la première région française en nombre de licenciés. Aujourd'hui, l'offre du paddle est aussi diversifiée que celle du tennis. VA Occitanie a donc voulu comprendre l'engouement autour de ce sport. Des vitres autour d'un terrain légèrement plus petit qu'un court de tennis et une raquette en carbone percée de trous, vous avez sûrement reconnu le paddle. Ce sport originaire du Mexique et importé d'Espagne en France n'est plus à présenter dans notre région. Depuis quelques années, l'Occitanie est la première région française avec le plus de licenciés. À Moguio, 3e club d'Occitanie, Jean-Bernard Quine enseigne le paddle depuis 8 ans. On est une région où on peut jouer beaucoup, c'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, on est pratiquement 900-800 membres, donc ça veut dire qu'on est 400 membres de paddle. Et sur ces 400 membres de paddle, il y a 300 joueurs classés. C'est-à-dire qu'il y a des tournois toutes les semaines. On peut jouer, faire un tournoi le lundi, il y a des clubs qui proposent le lundi, des tournois le mardi, le mercredi, le jeudi. Des cours collectifs, des cours individuels ou une simple location du terrain ainsi que des créneaux pour les enfants. L'offre de paddle est aujourd'hui autant diversifiée qu'au tennis. Les tarifs avantageux d'un club municipal rendent le club de Moguio très attractif au point que les terrains sont souvent réservés une semaine à l'avance. C'est un sport très ludique, très facile d'accès. Vous pouvez jouer au paddle sans avoir fait vraiment de sport de raquette. On peut faire, vous arrivez 4 dames qui viennent faire une partie. Moi, en tant que moniteur, au bout d'une heure, je peux leur faire un match. Avec 15 000 licenciés en Occitanie, dont un tiers rien que dans l'Hérault, des enseignes spécialisées commencent à voir le jour. Ouvert depuis le 30 novembre, Sam a déjà vendu des centaines de raquettes. Ce qu'on me demande, c'est surtout du conseil par rapport aux raquettes, parce que vous voyez, il y a beaucoup de choix. Moi, au magasin, j'ai une centaine de raquettes, mais je pense que sur le marché, il doit y avoir à peu près 600 raquettes différentes. Donc les joueurs, les consommateurs sont un peu perdus dans ce qu'ils doivent acheter. Parce que voilà, il y a par rapport au profil des joueurs, si on est plutôt attaquant, défenseur, joueur de gauche, joueur de droite, débutant, confirmé. Des enseignes 100% paddle et des terrains qui se multiplient. Pour répondre à la demande, une cinquantaine de nouvelles pistes devraient voir le jour d'ici fin 2025 dans l'Hérault. C'est une success story iséroise tout à fait incroyable. Jonas est créateur de robes de mariée. Depuis 10 ans, des femmes de la France entière font appel à ses services, pour leur mariage bien sûr. Un talent qui l'a conduit jusqu'à habiller les candidates de Miss France 2023 et 2024. Rencontre proposée par notre partenaire Télé Grenoble, tout en charme. Des fils qui s'entremêlent pour sceller l'union de 2 destins mêlés. Sous les doigts magiques de Jonas Olozouzian, les rêves de mariage deviennent tangibles et se concrétisent de fil en aiguille en robes resplendissantes. Qu'est-ce qui m'attire ? Je pense que c'est vraiment l'envie de pouvoir créer, de pouvoir accompagner mes clientes dans le choix de leur matière, de pouvoir les conseiller sur la forme, sur leur morphologie, la colorimétrie. C'est vrai que quand on crée, c'est vraiment un package et il y a plein de choses à prendre en compte. C'est pas juste on décide de créer comme ça. Jonas est à peine trentenaire, mais il a déjà le palmarès d'un artiste chevronné d'envergure nationale.
Depuis maintenant 10 ans, il crée des robes de mariage et de soirée pour des femmes venant de la France entière. Une success story à l'Iséroise qui s'est bâtie depuis son petit atelier près de Vienne, et bien qu'il vit à présent dans le sud, il tient toujours à exploiter son talent là où sa créativité est née. J'ai toujours été attiré par ce côté un petit peu made in France, puisque j'ai travaillé chez des grands noms de la robe de mariée. Donc oui, pour moi, c'était hyper important de mettre tout ça en avant. Pour avoir la chance de briller pour la soirée d'une vie, il faut compter au moins 2 000 € et 1 an pour la fabrication de la robe. Un délai nécessaire pour combler au mieux les désirs de ses clientes. Un talent qui a reçu la plus belle des reconnaissances lorsqu'il a habillé les candidates des Miss France en 2023 et 2024. J'avais celle-ci qui avait été portée par Indira Ampio. C'était Miss France 2023, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Robe entièrement brodée de cristaux en dentelle de Calais. Il y a beaucoup d'heures de travail dessus. Voilà, mais pour vous donner une fourchette, entre 5 et 7 000 €. Jonas ne se limite pas qu'à ses clientes. Pour exercer sa créativité et entretenir sa popularité grandissante, il continue d'habiller des mannequins et de participer à des défilés pour le plaisir des yeux de tous, notamment en Isère. Et puis pour terminer cette édition, laissez-moi vous présenter l'abbé François-Xavier Brantôme. Prêtre d'un petit village du Gers, il est aussi joueur de rugby. Il distribue les sacrements le dimanche matin et les plaquages l'après-midi. 2 influences autour d'une mission, le sacrifice. Écoutons ce prêtre au micro de notre partenaire de la Dépêche du Midi. La messe, on dit que c'est le sacrifice ou le renouvellement du sacrifice du Christ. Et au rugby, j'ai été très marqué par un entraîneur que j'ai eu à Montréal. À chaque fois qu'on prenait le ballon, qu'on recevait le ballon sur un coup d'envoi, il nous hurlait dessus, sacrifice, sacrifice, sacrifice. Parce que le rugby, comme c'est un sport où on fait des passes en arrière, on est obligé d'aller au sacrifice. On réserve une prière pour l'avant-match et une autre prière pour après le match. Ça fait partie de confier tout ça au Seigneur. Et puis après les rituels habituels, je me mets le bandeau autour de la tête, un petit peu de vaseline sur les tempes et sur le reste pour que ça glisse mieux à l'impact. Voilà, c'est la fin de cette édition du Grand JT des Territoires. J'ai été ravi de vous accompagner. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition.